Les ouvriers d'un barrage hydroélectrique doivent lutter désespérément pour survivre après une défaillance catastrophique incroyable. Le cauchemar qui suit sera une torture pour certains, mortelle pour d'autres. Voici l'analyse fatale de l'accident du barrage de Sayano-Shushenskaya. C'était juste un lundi matin ordinaire à la centrale hydroélectrique de Sayano-Shushenskaya pour la douzaine d'ouvriers qui gèrent habituellement les opérations là-bas. Ce barrage avait 10 turbines, convertissant le débit du fleuve en électricité pour une large zone du sud de la Sibérie, en Russie. Nikolai et Oleg surveillaient les 10 turbines produisant de l'électricité dans la galerie du barrage hydroélectrique. Le fils de Nikolai, Roman, était en bas dans la salle des machines, gérant la mécanique avec Alexandre. Ils effectuaient leurs tâches en tout pendant le service malgré un léger inconvénient. Il y avait plus de 100 personnes sur place ce jour-là, le 17 août 2009. Le directeur de l'usine célébrait son anniversaire d'entreprise avec 50 personnes dans la galerie des turbines. Des équipes de réparation travaillaient aussi sur plusieurs problèmes du barrage. Cela représentait 10 fois plus de monde qu'un jour de travail ordinaire. Ce jour-là allait devenir le plus meurtrier de l'histoire des barrages hydroélectriques en Russie. L'équipe présente ce matin-là faisait face à un problème d'exploitation inhabituel. La veille, une autre centrale de la région avait subi un grave incendie. Toute la production de cette installation a été arrêtée. La centrale de Sayano produisait généralement une électricité stable, tandis que Bratskaya régulait la fréquence. Cela signifiait que lorsque la demande en électricité était faible, ils réduisaient dans leur production, et lorsqu'elle était élevée, ils l'augmentaient en random pour répondre aux besoins. La centrale de Bratskaya était conçue pour ajuster sa production plus souvent que celle de Sayano. Les tâches de régulation ayant été transférées la veille à la centrale de Sayano, Nikolai et Oleg étaient un peu particulièrement conscients des problèmes possibles. Pour le fonctionnement des turbines, il existe des zones sûres de puissance, où la rotation de la turbine se fait à une vitesse qui génère le moins de vibrations possible pour l'unité. Si elle tourne trop lentement, de fortes vibrations apparaissent trop vite, le système devient instable et vibre dangereusement. Les unités de la centrale de Sayano avaient une zone de sécurité définie. La puissance était en mégawatts. Au démarrage, les vitesses lentes de la zone étaient sur jusqu'à 265 MW. La zone 2, très vibratoire, allait jusqu'à 570 MW. Les turbines devaient y rester le moins possible. La zone idéale était la zone 3, avec une production entre 570 et 640 MW. Au-delà de 640 MW, c'était interdit. En contrôle, cette centrale faisait passer certaines turbines plus souvent dans et hors des zones de sécurité. À chaque passage du rotor dans la zone de forte vibration, des forces s'exercent sur la turbine, pouvant casser des boulons, desserrer des connexions et causer des frottements sur les pièces métalliques. Ce type de pression supplémentaire s'accumule avec le temps, endommageant la turbine. Le fabricant indique qu'une turbine dure 30 ans. Le 17 août, l'unité 2 était en service depuis 29 ans et 10 mois. Alexandre et Roman faisaient partie de l'équipe chargée de l'entretien et de la sécurité des turbines. L'unité 2 avait constamment des problèmes de vibration élevées, même lorsqu'elle fonctionnait dans la zone de sécurité appropriée. Elle avait été mise hors service pour des réparations à plusieurs reprises au cours des 10 dernières années, les réparations les plus récentes ayant consisté à souder des fissures de 5 pouces de large à l'intérieur de la turbine. De façon inexplicable, une fois ces soudures terminées, ils n'ont pas rééquilibré le rotor, ce qui a entraîné des vibrations encore plus graves. En juin et juillet, les vibrations sont restées en zone inacceptable, mais l'unité a continué de fonctionner. Le système de surveillance des vibrations a montré une augmentation de la gravité des vibrations au cours des premières semaines d'août, atteignant un niveau inquiétant. L'unité 2 n'a pas été arrêtée pendant ces périodes dangereuses de 30 milles de vibrations, car seul le directeur pouvait autoriser un tel arrêt. Il était poussé à maintenir l'électricité malgré les risques. À la mi-août, ils ont tenté d'autres réparations pour régler ce problème. Le dimanche 16 août, l'unité serait remise en marche pour la première fois. Dimanche, ensuite, la charge de l'usine voisine de Bratskaya a été transférée à Sayano et l'unité 2 mise en service. Les ingénieurs sur place connaissaient bien l'historique des vibrations de l'unité 2. Ils surveillaient constamment la vibration qui avait atteint un niveau alarmant ces derniers mois.
La nécessité pour la centrale de continuer à fournir des niveaux stables d'électricité à la région empêchait les superviseurs de mettre complètement l'unité 2 hors ligne. À l'aube, tout fonctionnait comme d'habitude. La centrale produisait selon les besoins. L'unité 2 vibrait fortement mais fonctionnait normalement. Les hommes surveillaient les conditions lorsque Oleg a entendu un fort craquement dans la salle des turbines. La vision qu'il vit était totalement différente de tout ce qu'il avait imaginé. Le rotor de la turbine de l'unité 2 a été projeté hors du sol dans une incroyable colonne d'eau. Le couvercle de la turbine a été soufflé à travers le toit, provoquant l'effondrement de la structure dans la pièce. Visiteurs et ouvriers ont été écrasés ou coincés sous des décombres métalliques. Oleg était stupéfait. Le volume d'eau qui entrait dans la pièce à ce moment-là était stupéfiant. Tout le monde dans la pièce a été emporté par une vague d'eau. Nikolai et des dizaines d'ouvriers ont été emportés vers la rivière par le mur ouvert de la salle des turbines. L'eau a envahi la galerie des turbines, devenant une rivière violente. Oleg a grimpé sur une échelle pour fuir ce niveau. Il ne pouvait faire qu'une chose pour aider. Fermer les vannes principales pour stopper le débit d'eau. L'eau s'engouffrait par le trou et remplissait tous les espaces. Immédiatement, toute l'alimentation électrique du barrage a été coupée. Alexandre et Romain étaient dans les salles des machines sous la galerie des turbines. Eux aussi ont entendu un bruit fort venant du fond des turbines, puis tout est devenu noir. Ils étaient dans le noir lorsque le bruit effrayant de l'eau a commencé à éclabousser les sols en béton. Le personnel a couru vers les escaliers car les ascenseurs étaient en panne. Ne fonctionnait pas, mais il n'y avait nulle part où aller. L'eau a envahi si vite les cages d'escalier que les salles des machines étaient inondées avant toute fuite possible. Prisonniers dans une boîte en béton, flottant sur l'eau glacée de la rivière. Le niveau de l'eau montait si vite qu'ils n'avaient aucun moyen de sortir. Oleg a gravi de nombreux escaliers pour atteindre le sommet du barrage où se trouvait la vanne d'arrêt manuelle. Un petit groupe s'était formé avec le même plan en tête. Fermer manuellement les vannes principales n'était pas une tâche facile. Les hommes ont couru vers la salle des vannes au sommet du barrage, mais une porte verrouillée les a stoppés. Nul au sommet du barrage n'avait de clé, ils ont donc enfoncé la porte pour accéder au vérin hydraulique. Ils allaient en devoir fermer manuellement les 9 vannes ouvertes. Après plus d'1 heure d'efforts physiques intenses, les hommes épuisés ont finalement fermé les vannes et arrêté l'eau qui s'écoulait vers la centrale électrique du barrage. La police et les pompiers arrivaient quand pour aider aux recherches et sauvetages. Des personnes ont été retrouvées le long de la rivière après le barrage, certaines vivantes, d'autres mortes. Nikolai avait été emporté par un torrent d'eau, d'huile, de métal et de débris incontrôlables. Il avait été poussé sous le flot du barrage, à peine le temps de reprendre son souffle avant d'être submergé à nouveau. Il s'est finalement échoué sur la berge et est sorti de l'eau seul. Blessé et couvert d'huile, il ne pensait qu'à retourner chercher son fils Roman. Toute la journée, des centaines de sauveteurs ont cherché des survivants et commencé à sortir les corps de l'eau. Plusieurs heures s'étaient écoulées et il craignait qu'à ce stade, toute personne qui n'avait pas réussi à s'échapper soit certainement morte. Les secours cherchaient survivants et blessés dans l'eau. Les plongeurs ont été surpris d'entendre des tapotements venant du fond. Ils ont entamé une recherche méthodique vers la source des bruits. Ils ont contrôlé cages d'escalier, ascenseurs, salles de bain et espaces de travail. Ils ont trouvé plusieurs corps, mais aucun survivant. Des heures s'étaient écoulées, mais les coups continuaient. Dans la salle des machines, Alexandre tapait sur un tuyau en métal depuis des heures. Il était complètement sous le choc face à la situation à laquelle il était confronté. Toute la pièce était remplie d'eau, et il était plaqué contre le plafond, essayant de respirer dans un minuscule espace de 10 cm. Les heures passaient et il faiblissait, aussi bien physiquement que mentalement. L'hypothermie s'installait, et Alexandre peinait à garder son nez hors de l'eau. Il savait qu'on le chercherait, mais ignorait s'il survivrait assez longtemps pour voir les sauveteurs. L'eau était à 40 degrés et, en général, peut tuer quelqu'un dans seulement 2 à 4 heures. Alexandre était à peine conscient quand un sauveteur est entré. Le plongeur a été stupéfait de découvrir une personne vivante après 15 heures dans l'eau glacée. À 2 doigts de la mort, Alexandre a été sauvé.
Il serait la dernière personne retrouvée vivante. Le corps de Roman sera retrouvé plus tard, dans la salle des machines. Dans les jours et semaines suivantes, l'eau a été pompée et les dégâts évalués. 10 turbines ont été endommagées ou détruites, et l'unité 2 a subi un examen médico-légal. Les dommages causés par les vibrations ont provoqué des fissures de fatigue sur 41 des 49 boulons récupérés. Ceux-ci ont cédé lors des fortes vibrations, lundi à 8h13 au moment de la défaillance. La turbine montait en régime dans la zone à risque entre 2 et 475 MW. La pression de l'eau sur le couvercle a explosé vers le haut, libérant 100 000 gallons d'eau par seconde. Le problème de vibration de l'unité 2 était connu à la centrale, et des fissures sur le couvercle étaient visibles dans la galerie de la turbine. Après enquête, le directeur, l'ingénieur en chef et 2 directeurs adjoints ont été condamnés à 6 ans de prison pour négligence. Des employés chargés de surveiller l'unité ont aussi été condamnés à la prison pour leur implication. 75 personnes ont été tuées, écrasées ou noyées dans l'accident. Une perte dévastatrice pour la communauté. La Russie a donné 1 million de roubles à chaque famille endeuillée. Des maisons ont été attribuées aux familles avec enfants mineurs et des fonds éducatifs créés pour eux. L'accident aurait été évité en laissant l'unité 2 hors ligne et en la remplaçant, mesure attendue depuis longtemps. Cet événement a rappelé aux autres directeurs que la sécurité ne doit jamais être négligée et que la prévention est essentielle dans ces centrales hydroélectriques.